Mais pour l'heure, je voudrais appeler ici, sur scène, Jacques Richier, qui est né au Maroc, comme moi. Donc tout de suite, j'ai de la sympathie pour lui en plus. Il est président d'Alliance France et puis il est aussi président d'Alliance Worldwide Partner. Et puis on va aussi appeler Bruno. Bienvenue, je vous en prie, asseyez-vous sous applaudissements. On va aussi appeler Bruno Van Rieb, qui est le conseiller du président de la société qui s'appelle Cityscoop, et comme son nom l'indique, Cityscoop, en fait, met en libre service des scooters électriques. Donc c'est une super idée pour la mobilité, une super idée pour l'écologie, et encore une fois, ça montre comment les technologies peuvent se mettre à notre service pour le bien de tous. Et pour modérer cette conversation entre vous deux, je vais appeler Jean Rognetta, qui est le directeur de la publication de Forbes France. C'est un journaliste qui est passionné par le numérique. Un de ses derniers livres, d'ailleurs, s'appelle La République des réseaux, qui a été publié aux éditions Fayard. Et par ailleurs, il a fondé un think tank qui s'appelle PME Finance et dont la mission est d'accompagner les PME, notamment dans le financement de leurs innovations, surtout dans les périodes un petit peu difficiles comme en 2006 et 2008. Vous avez tenu bon parce que l'innovation, on en a besoin quand on parle des nouvelles technologies et pour la thématique de la mobilité qui est un des thèmes angulaires de cette révolution numérique. The stage is yours. Merci Leïla. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vais vous proposer un simple défi qui consiste à commencer en retard et finir à l'heure. Donc à dire 2 fois plus vite les choses que vous aviez à dire. Et pour commencer, Bruno, je ne veux pas vous voyez, on se connaît depuis plus d'1 siècle aujourd'hui. Entrepreneur émérite, mais c'est quoi Cityscoot et pourquoi es-tu là? En fait, Cityscoot, d'abord, c'est une idée. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas mon idée. On va rendre à César ce qui est à César. C'est l'idée de Bertrand Fleurose. C'est très amusant parce que c'est un ancien trader sur les marchés, donc vraiment absolument aucun rapport avec le sujet, qui s'était reconverti dans le 2 roues et dans le scooter, et qui, dans les années 2010-2013, a senti, bien avant tout le monde, qu'il allait se passer quelque chose autour de la mobilité partagée et surtout des véhicules propres. Ça a été quelque chose qui l'a beaucoup concerné. Donc il a eu cette idée de créer Cityscoot. Au départ, c'était une idée un peu simple, des scooters électriques en partage qu'on allait mettre dans des parkings, que les gens allaient récupérer, qu'on allait brancher. Et en fait, j'ai rejoint Bertrand pratiquement au début, en 2014, pour être son directeur associé. J'avais moi-même une grande aventure entrepreneuriale avant, donc un petit peu d'expérience. Et c'est là que nous avons eu cette idée très forte, très puissante, je pense les premiers au monde quasiment à avoir eu cette idée de faire du free floating, c'est-à-dire que d'offrir des scooters électriques en partage aux gens qui veulent les utiliser, géolocalisés, sans qu'il y ait besoin d'avoir de stations, sans qu'il y ait besoin de les charger. Et aujourd'hui, Cityscoot, ce projet qui a démarré à Paris, qui a démarré donc en fait après 2 années de travail pour développer une technologie, ce projet qui a démarré à Paris. Aujourd'hui, à Paris, il y a près de 4000 scooters qui sont utilisés par les Parisiens. Ils se louent entre 12 et 13 000 locations par jour, donc une location toutes les 4 secondes à Paris. Nous sommes à Monaco, donc permettez-moi de vous dire que nous avons ouvert à Nice, où tout près d'ici, il y a 500 scooters. Oui, mais ça, c'est à l'étranger, Bruno, et nous n'avons pas le temps. Donc, en résumé et en français, c'est des scooters en free floating? C'est des scooters en free floating, une application, un smartphone, vous la prenez, vous allez chercher le scooter. D'accord, donc ça fonctionne comme les vélos et bientôt comme les voitures. Exactement. C'est là, je le prends et je le laisse où je veux. On le prend et on le laisse où on veut. C'est vu du client et non pas vu du produit. J'ai besoin d'un transport à l'endroit où je me trouve et je le laisse à l'endroit où j'en ai. Et ton assureur s'appelle, laisse-moi deviner, Allianz. Alors l'assureur, voilà. effectivement, Cityscoot. Donc, Jacques Richier, vous êtes donc président d'Allianz en France. Allianz, c'est peut-être pas le premier assureur du monde, mais ça l'est sans doute, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Je ne vais pas vous demander, en tout cas, de nous présenter au même niveau de détail le métier d'un des tout premiers assureurs du monde. Je vais vous demander pourquoi vous assurez Cityscoot et pourquoi on vous voit partout. Depuis que je suis arrivé à l'aéroport, il y avait Day One Allianz. Pourquoi? Est-ce que c'est pas le premier jour d'Allianz, hein? Vous devez avoir un petit siècle au moins. Un peu plus même, oui. Alors, c'est simple, il faut revenir à ce qu'est un assureur, l'ADN d'un assureur. L'assureur, au fond, il est là pour accompagner une société, une communauté. Le métier d'assureur, c'est un métier très sociétal. On se doit d'être en phase avec le monde dans lequel on est. Nous, on est un assureur, on est connu comme un assureur auto, par exemple. On a été un des premiers assureurs à assurer les automobiles il y a, alors, pour revenir à la question, 2 siècles. 2 siècles avant, aussi bien en France qu'en Allemagne d'ailleurs. Et en fait, si vous vivez avec votre temps, vous regardez ce qui se passe, quelles sont les attentes, quels sont les nouveaux usages, comment on passe d'un déplacement, un véhicule, à une question beaucoup plus vaste qui est la mobilité. Et comment nous, on accompagne, parce qu'un assureur, c'est en phase avec la société,
C'est donc un rôle important d'accompagner la société, d'aider tous les entrepreneurs à se lancer, en même temps de bien comprendre quelles sont les tendances sociétales pour qu'on puisse être justement un acteur qui favorise ces mouvements-là. On parle de la mobilité, comme on pourrait parler de la RSE. Coup de chance, dans ce que vient d'évoquer Bruno, en plus, les deux se rejoignent. Voilà, ce qui m'a plu dans l'initiative de Denis Jacquet et la raison pour laquelle nous sommes là, finalement, c'est que là, dans le truc qui passait tout à l'heure en vidéo, il y avait marqué « décision concrète » en bas, à la fin. Donc concrètement, au-delà de la responsabilité sociétale de l'assureur, c'est assurer un gars comme Cityscoot, c'est un problème nouveau, spécifique. Et sans la décision d'assureurs comme vous, il n'y aurait eu ni Cityscoot, ni Blablacar, ni Drivey, ni tous ces systèmes d'ubérisation de la location, on va dire. Tout à fait. Mais et je reviens, c'est vraiment notre rôle de suivre ce phénomène-là et d'accompagner et de prendre, pour le dire en termes d'assureur, le risque de la nouveauté. Puisque finalement, l'entrepreneur qui est Bruno, il prend le risque de se lancer et nous, on prend le risque de l'accompagner sur un projet dans lequel on pense que ce n'est pas le projet d'un individu, c'est un projet qui correspond à une demande sociétale. On va peut-être prendre 2 secondes pour expliquer ce que c'est que le problème. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous assurez ma voiture qui passe 80% de son temps au garage, vous avez une grille de prix qui a été établie depuis le 19e siècle, une grille actuarielle, dans votre jargon, si j'ai bien retenu. Une expérience. Voilà. Quand il s'agit d'assurer un véhicule qui est loué tantôt par moi, tantôt par mon épouse et tantôt par un ivrogne qui est passé par là, ou moi après avoir bu, le risque est complètement différent. D'abord parce que le véhicule il roule tout le temps, et ensuite parce que vous ne savez pas gérer le conducteur. C'est bien ça ? C'est exactement ça, parce que normalement, on assure un véhicule que l'on connaît, un conducteur que l'on connaît. Et là, on part sur une année, d'accord ? Et là, on part sur quelque chose de nouveau, c'est un usage. Donc, on passe de, finalement, un abonnement à un paiement à l'usage. C'est on demand, c'est quand j'en ai envie, je suis assuré, parce que je ne suis pas assuré toute l'année, je suis assuré quand j'utilise. Donc nous assurons un utilisateur. Et puis après, c'est l'expérience, elle se fait ensemble, on développe le produit, on conçoit le produit, on imagine ce que peuvent être les besoins, et puis ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble, qu'on regarde comment ça évolue, et puis on construit aussi des nouvelles bases d'expérience avec lesquelles on va affiner encore plus demain nos offres, y compris en termes de prévention. Bruno Madarive. Juste un petit mot pour dire que quand on a voulu assurer Cityscoot, on a été voir plusieurs assureurs, vous imaginez bien, nous ne nous connaissions pas à l'époque. Et je dois dire que c'était très difficile pour une start-up qui démarrait, même si elle avait des financements, même si elle avait de l'argent, avec la peur du vandalisme, la peur du vol, la peur des dégradations, la peur des accidents, surtout avec des gens qu'on ne maîtrise pas, qui sont sur les scooters. Et nous avions fait le pari que ça se passerait bien, et ça s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est facile, maintenant que c'est un succès. Mais je dois dire que Allianz, grand groupe, immense par rapport à Cityscoot à l'époque minuscule, en moins de 3 semaines, on a eu une offre sur la table, et ils n'avaient franchement aucun élément qui leur permettait de savoir ce qui allait se passer. C'était un pari, une tarification à la minute en plus, un petit peu original. Et en même temps, si tu n'avais pas été minuscule, peut-être n'aurait-il pas pris si facilement le risque. Je pense que vous allez avoir cet après-midi des gens qui vont venir, avec lesquels on travaille également, et qui sont big. Donc là, on est moins minuscule aujourd'hui, heureusement. Là, on est dans l'innovation par rapport au sociétal, si je comprends bien. C'est-à-dire vous avez misé sur l'innovation en vous disant c'est vers cela que va la mobilité, c'est vers cela que va notre métier. C'est bien cela, Jacques ? Oui, encore une fois, nous, notre préoccupation, j'entendais ce matin Bertrand Badré à juste titre dire comment on se projette, est-ce qu'il y a des gens qui se projettent ? Nous, notre métier, c'est du métier de long terme. Comment on se projette vers où ? 25% de notre business, c'est de l'assurance auto telle qu'on l'a pratiquée jusqu'à maintenant. Est-ce que ce sera ce métier demain ? Je suis convaincu que non. Il va y avoir un changement de business model et nous, on se prépare. Et si on le fait avant les autres, qu'on le comprend mieux avant les autres, je pense aussi qu'on sera comme Cityscoot, cette règle qui est simple, the winner takes all. Alors, puisque vous êtes à 20 ans, est-ce qu'on va vers une mobilité partout pour tous, comme le dit le titre de cette table ronde qui n'est même pas une table. Tout le monde sait qu'on va vers le tout électrique et tout le monde dit qu'on va vers le tout autonome. Est-ce que c'est votre analyse de la mobilité chez Allianz, Jacques ? Alors, l'histoire du véhicule autonome, c'est la fin d'un parcours, tel qu'on l'envisage aujourd'hui. Vous savez qu'il y a plusieurs étapes.
Déjà, nous, on pense que sur les 5 prochaines années, la réalité, parce qu'il faudrait avoir le temps pour resituer ça dans un autre trend majeur, c'est le développement des métropoles, la métropolisation, c'est-à-dire la concentration de population en un lieu. Et ces questions de RSE que vous évoquez, elles vont aussi avec les questions de mobilité partagée, parce que c'est aussi une composante du mieux vivre demain ensemble. Le véhicule autonome, c'est un élément possible de la chaîne in fine, mais avant d'arriver au véhicule autonome qui soit en dehors d'un parc fermé, parce qu'aujourd'hui on n'est que sur des parcs fermés, il y aura plusieurs étapes. Et dans les étapes, il y a les véhicules semi-autonomes. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des aides au garage, au parking, donc direction et vitesse peuvent être semi-autonomes. Vous pouvez avoir le véhicule qui freine à votre place, qui se gare à votre place. Et on apprend. Mais le monde dans lequel on va, il sera, pour le coup, hybride ou électrique. Ça c'est sûr. Certain. Ça, c'est sûr. Et deuxièmement, partagé. Et Dans autonome les villes. ou pas? Et donc, une partie de la solution seront des véhicules autonomes. Mais là, on se projette, à mon sens, au moins 10-15 ans quand on parle de métropole. Bruno Vannery, incroyable comme tu es parfaitement capable de nous projeter CityScoot à 10, 15, 20 ans. Peut-être que ça va être un petit peu difficile, mais on va Mais non, dire... non, mais essayons, mais simplement essayons. Alors moi, je vais vite. essayer de répondre à cette À question. 20 ans, tu gères une flotte de millions de véhicules robotisés. Alors, que fait CityScoot? D'abord, on va s'extraire un peu du deux roues, parce qu'un scooter autonome, on va avoir un petit peu de mal quand même. Hein. Je trouve que ce qui va être intéressant... Volant. Ouais. Un scooter autonome volant. Voilà. Moi, je trouve que là, on vient de faire une chose, et je vais inverser la proposition. Là, on vient de parler du produit. On a parlé de CityScoot, du scooter. On a parlé du véhicule autonome, le produit. Moi, je trouve que si on veut comprendre la mobilité à 20 ans, il faut parler du client. Qu'est-ce qu'ont besoin les gens? Qu'est-ce que les êtres humains ont besoin pour se déplacer? Et ce que les êtres humains ils ont besoin pour se déplacer, c'est des produits qu'ils n'ont pas besoin d'acheter, qui soient disponibles et proches, et qui correspondent aux lieux dans lesquels ils vivent. Vite, d'un mot. Et donc, d'un mot. Et donc, en un mot, il y a une tendance très lourde qui est en train de se dessiner, qui s'appelle la multimodalité, où alors, on ne va pas dire qu'on est juste un utilisateur CityScoot, un utilisateur Uber, ou un utilisateur de véhicules de taxi, ou un utilisateur même de vélo, mais on va panacher ses usages en fonction de son besoin à un instant T. Et l'avenir, il est moins impressionnant technologiquement que le véhicule autonome, mais il est peut-être beaucoup plus proche des gens en leur donnant accès à tous les modes de transport possibles d'une façon globalisée et à n'importe quel lieu où ils se trouvent. Ouais, non, mais ça, on est encore dans les bons sentiments. Jacques. Non. La mobilité as a service, comme on dit, c'est quelque chose qui est en train d'être testé dans des villes. C'est-à-dire, vous avez une app, vous avez les services publics, vous avez CityScoot, vous avez tout ce qui est possible en termes de mobilité, et vous choisissez. Et du coup, le free floating est important. Et le vrai combat, en fait, il est pour l'app. C'est-à-dire que la SNCF se renomme, oui, pour avoir une app multimodale comme celle que vous décrivez, et la petite start-up crée une app... Vous allez sur Mappy, tout le monde connaît aujourd'hui ce genre, ou sur d'autres applications. Il y en a, je ne vais pas les citer, parce qu'il y en a plein, mais vous allez voir des CityScoot, vous allez voir des Uber, vous allez voir des bus, vous allez voir des métros. Voilà, c'est tout. Je parle pour Paris aujourd'hui parce que c'est un peu pionnier, mais d'autres villes vont s'y mettre et dans le monde entier. J'ai fait court. Alors, voyons un peu les problèmes quand même. Un de vos collègues me disait l'autre jour que pour constituer les tables actuarielles du véhicule autonome, il faudrait 100 000 morts, parce que sinon, on ne pouvait pas construire de tables statistiques sur la voiture autonome. Je sens qu'elle vous plaît, celle-là, Jacques. Mais je me demande si c'était vraiment un collègue. Vous êtes tombé sur un journaliste. Je vous l'assure. Oserais-je dire que je vous l'assure? C'est un journaliste qui s'est déguisé en collègue. Non, on n'a pas besoin... C'est absurde de dire ça. Aujourd'hui, je reviens sur... 100 000 morts, pas en France. Hein. Non, mais c'est complètement absurde. Le véhicule autonome, c'est un parcours technologique. Je reviens au produit, désolé, mais c'est un parcours technologique. Et il y a plusieurs étapes, plusieurs niveaux. À chaque niveau, on apprend. Aujourd'hui, je vous parlais des véhicules dits semi-autonomes, où vous avez, par exemple, sur le freinage, sur la vitesse, sur le parking, vous avez déjà un véhicule qui peut prendre la main. On apprend. On regarde quelles sont les évolutions en termes d'accidents. Est-ce que ça a un meilleur comportement? Nous, on a fait le pari que le comportement serait plus vertueux, qu'il y aurait moins de petits accidents, par exemple. C'est un pari. On a décidé d'entrer sur ce marché en disant on va en tenir compte. Puis on verra avec le temps. Et vous avez la des retours technologie déjà évoluant, on va continuer. Les véhicules électriques, vous apprenez, parce que le coût d'un véhicule électrique, à la fin, avec les batteries, tout ça, quand il y a un accident, est-ce qu'il est plus élevé ou pas? On va apprendre. Et donc, on ne va pas attendre pendant 10 ans qu'il y ait un jour des véhicules autonomes et puis se mettre à tarifer. On accompagne la société dans ses évolutions, le progrès dans ses évolutions.
Il y a une chose importante. Sur les conséquences sociales de ça. Ah oui, les conséquences sociales. Bruno. Alors d'abord, en une phrase simplement, il y a une chose incroyable qui se passe sur les véhicules électriques. La personne qui se met à utiliser un véhicule électrique en partage, je ne parle pas des vélos, ou une voiture en partage, il a un comportement en moyenne plus vertueux. C'est très étonnant. Il y a quelque chose de psychologique qui se passe. Alors, pour le problème social, pardon. Mais c'est la même chose. Enfin, il y a moins de suicides, les jeunes boivent moins, et en plus, ils conduisent plus prudemment. Non, enfin, non, c'est pas ce que je dis. Je vais essayer de rester poli. Il y a une approche de ce type de véhicule. Par contre, le problème social, c'est très bien d'en parler, parce que moi, il y a une chose qui m'horripile, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Je déteste qu'on dise « Alors, c'est génial, je fais des véhicules électriques en autopartage, donc je suis un être vertueux, ma société est vertueuse et je ne fais que du bien au monde. Make the world a better place. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans les véhicules électriques, heureusement, le recyclage des batteries, par exemple, la technologie évolue tous les mois. C'est un problème que certains critiquent encore. Dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera entièrement résolu et il n'y aura pas de pollution qui sera liée à ça. Donc tout doit être pris en compte. Et il y a un point dont j'aimerais qu'on parle, genre vraiment, c'est la partie emploi. Il y a un monde entre des sociétés qui créent aussi de l'emploi durable autour de technologies partagées et celles qui ne le font pas. Nous, on a fait un pari, c'est que tous les gens qui changent les batteries dans des camions jour et nuit, c'est des CDI. Et c'est des gens qui n'auraient peut-être pas trouvé de boulot ailleurs, qui souvent viennent des banlieues et à qui on offre un travail, et un travail, je le précise, très correctement payé. D'accord ? Et je pense que c'est un élément qu'on ne doit pas négliger, parce que dans le partage, dans le free floating et autres, il y a aussi la notion de dématérialisation, de plateforme. Et nous devons, si on veut parler écologie, si on veut parler responsabilité sociale, il faut se projeter sur l'avenir. Et se projeter sur l'avenir, c'est forcément aussi les êtres humains, les clients, mais ceux aussi qui s'occupent de services. Alors, j'ai emprunté à une jeune sorcière qui grandit dans une famille de moldus cet objet-ci. Vous l'avez reconnu, c'est une baguette magique. Je ne m'en suis pas encore servi, mais il paraît qu'elle explose dans des mauvaises mains, mais qu'on peut effectivement résoudre des problèmes avec une baguette magique. Alors, je vais vous demander à l'un et à l'autre si vous voulez la baguette magique et quel problème vous allez nous résoudre sur la mobilité d'un coup de baguette magique. Chiche ? Bruno Van Rieb, quel problème vas-tu résoudre d'un coup de baguette magique? Tu as le droit de faire abracadabra. En direction du public, mais après avoir dit ce que tu vas nous résoudre, parce que sinon, c'est pas la peine. Eh bien, je souhaite que le temps... Non, c'est pas un souhait, attention, on sort du vœu pieux, on est dans les décisions concrètes. La baguette magique pourrait être efficace. Elle peut être efficace si le temps ralentit. Et je m'explique. 4 minutes, dont 2 pour Jacques. C'est très simple. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On parle des nouvelles mobilités, on parle des véhicules autonomes, on parle des villes qui doivent changer d'habitude, on parle des gens qui doivent changer leur manière de voir leur transport, on parle de la pollution où il va falloir du temps pour le résoudre. Et on est dans une société, dans une accélération folle qui fait qu'on veut des solutions tout de suite. Quand il y a des manifestations dans la rue, on voudrait que demain on rase gratis dans la seconde. Lorsqu'il y a des nouveaux véhicules qui se mettent en place, on voudrait que tout de suite ce soit la solution idéale au meilleur prix possible. Eh bien, ça n'est pas possible. Et ce que nous devons acheter aujourd'hui avec cette baguette magique, c'est juste le temps que tout cela se mette en place et que les gens comprennent et que, aussi bien au niveau des maires des villes qui doivent faire rentrer ces projets de mobilité, qu'au niveau des gens qui offrent ces projets, qu'au niveau des journalistes qui en parlent, qu'au niveau des utilisateurs qui doivent faire leur choix, qu'ils acceptent l'idée que la perfection ne va pas arriver d'un coup de baguette magique et qu'il faut gérer le facteur temps. Eh bien, donne-le, ce coup. Voilà. Merci, Bruno Van Rieb. Et elle n'a pas explosé. Elle est encore là, la baguette. Jacques, que vas-tu en faire? J'ai jamais cru à ces trucs-là. Eh bien, tiens, ce serait temps pourtant. Non, moi, je suis pragmatique. Moi, ce que je souhaite, c'est que, et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est que les solutions de mobilité soient des solutions inclusives. Vous me demandiez, Day One, pourquoi dès l'aéroport on est là? Day One, parce que c'est la technologie, c'est le monde qui change, c'est les smart cities qui doivent devenir des good cities, des villes où on doit bien vivre et mieux vivre. Et c'est un événement auquel on s'est associé parce que justement, il y avait l'idée que la technologie et l'humain doivent apprendre à collaborer, que l'un ne fasse pas peur à l'autre et qu'on ne les oppose pas. Même s'il y a cette crainte aujourd'hui que la technologie déshumanise les relations. Et donc nous, à travers, si je reste sur le sujet de la mobilité, c'est qu'elle soit inclusive et qu'on ne pense pas qu'on résout le problème que dans les villes. On doit résoudre les problèmes dans les villes pour que ce soit des villes
où le bien-être s'impose, sont des villes où l'environnement est pris en compte, parce que par définition, c'est aussi un mieux sur l'environnement grâce à l'électrique et au partage, moins de véhicules et on vit mieux, mais en même temps qu'on n'oublie pas les périphéries. Et dans les solutions de mobilité, il faut qu'on travaille sur les solutions de mobilité dans les périphéries des villes ou dans les lieux plus éloignés des villes, parce que tout le monde a droit à une mobilité. Tu penses vraiment qu'on peut résoudre le problème des gilets jaunes d'un coup de baguette magique? Je pense qu'on résout les problèmes, je ne parle pas des gilets jaunes, je pense qu'on résout tous les problèmes quand on traite toutes les personnes et toutes les situations. Alors donne le coup de baguette magique. Alors la formule, qu'est-ce qu'elle disait ma fille? Abracadabra, et que ça existe. Et à la Kazan. Mesdames et messieurs, pardon d'avoir troublé votre sieste, mais je crois que ça en valait la peine. On n'a pas eu le temps, évidemment pas de résoudre, fût-ce d'un coup de baguette magique, l'ensemble des problèmes que pose la mobilité partout pour tous, mais tout au moins, on en a évoqué certains. Merci et à tout à l'heure. Merci. Merci. Merci à vous trois. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, avec votre baguette magique? Vous ne l'avez pas dit, mon cher Jean. Je dirai ce soir.